J'accueille maintenant Gérard Lerat. Gérard est ancien éleveur laitier. Il a tenu un poste d'élu au Conseil régional Rhône-Alpes en tant que conseiller spécial à la politique foncière et il est aujourd'hui vice-président de l'association Acter. Gérard intervient pour nous présenter un exemple hors du territoire pour répondre à la question suivante. Comment lier préservation du foncier et animation alimentaire d'un territoire? Il va nous parler de la mise en place d'un comité local d'installation et transmission porté par un projet alimentaire territorial dans le Périgord. Gérard, est-ce que tu es connecté? Je suis connecté. Bonjour tout le monde. Alors, je trouve que j'interviens un peu comme un cheveu de la soupe parce que on est parti avec la dernière intervention dans des aspects très pratiques, très effectifs sur l'installation en agriculture. Et ça me gêne un peu de casser ça, puisque je devais intervenir quand même sur le lien entre la préservation du foncier et l'animation alimentaire d'un territoire, et il aurait peut-être mieux valu que je le fasse plus tôt. Un mot d'abord pour dire qu'en ce qui concerne tout ce qui a été discuté, et notamment la question de la PAC, il faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est une bataille perdue. La nouvelle PAC sera comme la précédente, plus l'impact de la HVE. On peut pas mettre, malheureusement, on ne peut pas mettre côte à côte ou dos à dos le label bio et le label HVE, parce qu'effectivement, comme ça a été dit dans le chat, les mesures HVE prennent des crédits aux mesures AB. C'est l'aide au maintien en agriculture biologique qui paye la reconnaissance de la HVE, une véritable fumisterie à mes yeux, dans le cadre de la PAC. Je voudrais dire aussi un mot sur le fait que la PAC n'est pas seulement une affaire européenne, c'est une affaire européenne, mais il y a aussi, dans le cadre de la PAC ou lié à la PAC, les mesures du projet stratégique national. Donc il y a une part de responsabilité de l'État qui est aussi très importante sur ce qui est en train de se mettre en place pour la prochaine PAC, et encore une fois, qui sera la même que la précédente. En ce qui concerne la question du lien entre la préservation du foncier et la transmission-installation, qui a été un tout petit peu abordée, notamment par Marc Bernard, je pense que moi je voudrais simplement rappeler 2-3 lieux communs, mais c'est des banalités, mais elles me semblent importantes. Il me semble important de les avoir en tête. Pour qu'il y ait des installations d'agriculture, il faut qu'il y ait du foncier préservé. Il faut qu'il y ait du foncier agricole. Marc a donné des chiffres concernant l'érosion au niveau national, mais aussi les chiffres concernant la consommation foncière dans le Grésivaudan. Je pense que le lien entre la préservation et l'installation et la vitalité agricole, ce sont des questions majeures, et qu'on n'arrivera pas à faire adhérer la population, les habitants, les gens, à des projets de préservation et d'installation, sauf sur des niches très utiles et très nécessaires, que sont les niches d'intervention de terre de liens en matière de mobilisation d'épargne solidaire et de location à des agriculteurs de fermes terre de liens, très bien. Mais si on veut passer à des échelles beaucoup plus conséquentes, il faut qu'il y ait des véritables adhésions citoyennes. Et la première chose, c'est que je pense que la préservation du foncier, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui est emmerdant pour les gens. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Étienne Escalier, des gens qui ne veulent pas vendre un bâtiment ou une parcelle parce qu'ils pensent qu'un jour elles deviendront constructibles et qu'ils gagneront beaucoup plus d'argent comme ça. La préservation, c'est stopper l'artificialisation, c'est donc des terrains classés non constructibles,
c'est pour bien préserver le maximum de foncier dans le cadre des documents d'urbanisme, une véritable investigation sur les logements vacants et éventuellement la mise en place de taxes sur les logements vacants. C'est quelque chose qui est encore contraignant. Dans la loi climat et résilience, qui est en débat actuellement au niveau parlementaire, ben, c'est un peu comme pour la PAC, c'est une véritable catastrophe, alors que c'était une des choses fortes mises en avant par la Convention climat. On se retrouve avec une véritable passoire, par exemple, sur la question du photovoltaïque au sol, où rien n'est précisé dans le texte de loi sur ce qu'est l'artificialisation. Et il y a encore aujourd'hui, alors que le débat parlementaire est ouvert, il y a encore des débats pour savoir si le photovoltaïque au sol sur des terres agricoles ou sur des friches ou sur des terres boisées, etc., c'est de l'artificialisation ou non. Donc on a vraiment besoin de choses beaucoup plus cohérentes, compréhensibles par les gens et sur lesquelles ils peuvent adhérer. La préservation, c'est aussi si c'est mal expliqué, si c'est mal dit, c'est aussi une atteinte aux activités économiques, hein, puisque on fait pas, au lieu de faire des zones d'activité industrielle, des zones d'activité commerciale, créatrices d'emplois, tout ça, bien sûr, entre guillemets, je m'amuse de manière un peu sinistre, mais si on ne fait pas ça, on tue l'économie locale. Ce qui est évidemment complètement faux. Quand on voit l'impact, par exemple, de toutes les zones commerciales périphériques sur le commerce de centre-ville et quand on voit le potentiel d'emplois agricoles ou d'emplois à l'aval de l'agriculture en transformation locale maîtrisée, on est quand même face à ces discours-là. Pourquoi préserver? Pour répondre aux besoins alimentaires locaux, ça a déjà été dit et je reviendrai un peu après. Préserver pour quelle alimentation? Je pense que beaucoup de gens ne se battent pas et ne se battront pas pour la préservation du foncier s'il s'agit de produire au-dessus des aliments qui sont des aliments bourrés de pesticides, etc., qui nuisent à la santé. Pour quelle agriculture la préservation aussi? Peut-on donc, je l'ai dit, se mobiliser pour la préservation d'une agriculture polluante, pour une agriculture qui pollue les eaux, qui désertifie les campagnes, avec du matériel de plus en plus élevé, des actifs de moins en moins nombreux, etc. Est-ce que, à l'époque de tout le débat sur la loi climat, des manifs pour le climat, etc., est-ce que il n'y a pas des gens qui peuvent être mobilisés, et il faut bien leur dire tout, sur le fait que la préservation du foncier agricole, c'est pas seulement pour la production alimentaire. C'est bien sûr, et c'est essentiel pour la production alimentaire, surtout qu'on ne croit pas que je le trouve pas secondaire, je ne le trouve pas secondaire du tout, mais c'est aussi essentiel pour le stockage du carbone, pour la qualité des eaux, pour la biodiversité. C'est la Terre, c'est le lieu où s'exerce la photosynthèse. La photosynthèse, elle était dit tout à l'heure, je crois que c'est pas Marc. Quand on discute avec beaucoup de gens, on est sidéré par la manière dont cette question de la photosynthèse, qui est quand même la base même de la vie, est traitée comme quelque chose de très secondaire. Et c'est aussi un lieu de production de biomasse. Moi, j'ai été très, très heureux ces derniers temps de voir que les projets de PAEN, donc de périmètre de protection de secteur agricole, d'espaces naturels, renaissaient, refleurissaient dans le département et notamment dans la région grenobloise. Après l'échec du PAEN du côté de Moiran, REP, etc., il y a une dizaine d'années, je voulais vous dire que dans un territoire qui est le Périgord-Limousin,
il y a deux choses qui sont en train de se faire et qui, à mon avis, sont encourageantes, qui sont intéressantes. Alors, ça ne correspond pas du tout à nos situations ici par rapport aux documents d'urbanisme, hein, mais on peut voir des choses intéressantes d'ailleurs, même si on ne peut pas les reprendre telles quelles ici. La première, c'est qu'il travaille sur l'idée d'un PAEN, mais d'un PAEN important, qui serait instruit dans le cadre d'un parc, avec la particularité que le Périgord-Limousin est une zone où agriculture et forêt sont extrêmement liées et interdépendantes, du point de vue paysager, du point de vue des sols, mais même du point de vue social. Dans les familles, les gens sont souvent agriculteurs et forestiers. Dans ce cadre-là, le fait de pouvoir lier un acte fort de préservation et un programme de travail, un programme d'action tel que le PN le permet, ça leur paraît quelque chose qui est intéressant. Donc, on est en train de démarrer un boulot là-bas avec le parc du Pilat qui va venir présenter les choses, expliquer et aider à mettre en route une démarche. Et la deuxième chose, c'est que toujours dans ce même secteur, il y a une communauté de communes. Je voulais vous le dire simplement parce que c'est très original pour moi et très intéressant comme perspective. Ils sont en train de démarrer leur PLUI, donc très en retard par rapport à chez nous pour pas mal d'endroits. Mais par exemple, en Trièves, chez moi, il n'y a pas de PLUI à ce jour. Ils sont en train de démarrer un PLUI et ils ont décidé de le faire selon leurs propres termes à l'envers. Ils font un PLUI à l'envers, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont dans un territoire qui est complètement marqué par le poids de l'agriculture, de la forêt. Et donc, ils font un PLUI qui va mettre au cœur de son programme d'aménagement et de développement durable, au cœur du PADD, le projet agricole et forestier du territoire, d'abord agricole dans cette communauté de communes-là, et tout ce qui est après détermination des besoins en termes d'habitat, etc., sera second. Ils baptisent leur PLUI sur leur projet agricole. Et c'est une démarche qui inverse les choses par rapport à quoi nous sommes habitués. Deuxième volet, je vais essayer d'aller très vite. Deuxième volet, c'est la question du partage du foncier, en s'appuyant sur les PAT. Alors, moi, je n'ai pas, malheureusement, pour le moment, parce que je pense qu'il y a des vrais besoins par rapport à ça, mais du côté du secteur en Nouvelle-Aquitaine, où je suis les activités, les actualités, il n'y a pas de PAIT, il n'y a pas interterritorial, on est à l'échelle de PAT. Par exemple, on est à l'échelle d'un PAT dans la région bergeracoise, 10 000 habitants, 4 communautés, 4 établissements publics de coopération intercommunale, une communauté d'agglo et 3 communautés de communes. C'est un PAT. Quelque chose qui n'est jamais dit, et je reviens à la question précédente qui, moi, me tient à cœur, de la manière d'expliquer les choses et de faire adhérer les citoyens à nos démarches. Je regrette vraiment qu'au moment au moment de l'adoption du débat et de l'adoption de la LAF, de la loi sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt, en 2014, la loi Le Foll, je trouve que c'est super qu'on ait eu un amendement de Brigitte Allain sur la création sur les PAT. Je regrette tellement que ce soit un PAT. J'aurais bien aimé que ce soit à l'usage, hein, après. J'aurais bien aimé que ce soit un PAT, c'est-à-dire que dans le titre même, l'agriculture et l'alimentation soient liées. Parce que c'est ça notre problème. Notre vrai problème de fond, il est dans le lien entre l'agriculture et l'alimentation, y compris jusqu'à la question foncière, permettre les installations. Il y a, alors je ne reviens pas parce que je ne ferai que répéter, je ne reviens pas sur la question de la diminution du nombre d'exploitants, le vieillissement, je le passe, ça a été dit. J'en viens à l'exemple de ce qui se passe sur ce plan-là dans le Bergeracois. Alors le Bergeracois, c'est un petit peu comme certains territoires chez nous, c'est-à-dire
beaucoup de gens qui veulent s'installer, beaucoup de candidats à l'installation, un décalage complet entre les projets d'installation bruts tels qu'ils sont manifestés par un certain nombre de gens et les exploitations qui sont en cessation d'activité et les possibilités d'installation, etc. La deuxième caractéristique de ce territoire, mais ce n'est pas une vraie caractéristique, c'est souvent un peu comme ça, c'est qu'il y a un déficit alimentaire considérable. Si on est dans une logique de résilience territoriale et de relocalisation des productions pour l'alimentation locale, il y a un déficit constaté très net. Il n'est pas constaté, il est pour le moment estimé, évalué, mais on ne peut pas dire qu'il ait fait l'objet pour le moment d'investigations précises. Et par contre, ça va faire l'objet d'investigations précises. Ils veulent vraiment travailler là-dessus. C'est un territoire qui manque de manière évidente de légumes comme partout, qui manque de céréales panifiables comme partout, qui manque de blé dur pour d'éventuelles productions de pâtes, qui manque de production de fruits, sauf quelques fruits très spécialisés qui sont plantés dans le territoire, comme les prunes dentes pour les pruneaux d'Agen, mais il y a des déficits importants. Et ça, donc, c'est un problème de PAT. Et une des choses importantes qu'ils sont en train de dire, de vivre et de mettre en place, c'est que ils veulent absolument lier la question de l'installation et du développement des exploitations à la résorption des déficits. Comment faire? Première chose, c'est une question organisationnelle. Et je trouve que c'est une position politique qu'ils prennent qui est très intéressante. Ils souhaitent que, alors, ils veulent faire un CLIRT. Nous, on en a eu des CLIRT. Je sais que c'est un peu passé de mode. Moi, je pense que les CLIRT, certains dans notre territoire ont relativement bien fonctionné, d'autres non, mais qu'on jette un peu tout, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. En tout cas, il faut des structures de travail, que ça s'appelle CLIRT ou autrement, je m'en fous. Mais il faut des véritables structures de travail sur ces sujets-là. Eux, ils pensent l'appeler CLIRT, avec un R au milieu entre le I et le T, je vais dire pourquoi. Mais ce qui est important, c'est qu'ils souhaitent que le travail pour l'aide aux installations et le travail pour la résorption du déficit alimentaire soit conduit dans le même cadre. Ce cadre, c'est celui dans lequel aujourd'hui se développe le PAT. C'est dans le cadre du PAT. Alors, c'est une grande délégation avec 4 collectivités différentes. Gérard, je suis désolé, il faut conclure. On arrive sur la fin du... Je vais arrêter. Dans le cadre du PAT, donc, ils veulent mettre en place ce CLIRT. Donc, je dis très vite le CLIRT R, c'est parce que ce qui a été abordé tout à l'heure par Scalier sur la question du déphasage et des exploitations par rapport aux demandes, il faut faire de la restructuration. Donc, il intègre à leur travail, en accord avec la SAFER du département de Dordogne. Et dernière chose sur laquelle je termine, c'est que ce travail de CLIRT et de PAT sera conduit de la même manière sous l'autorité des collectivités locales et pas sous l'autorité d'un organisme tiers, style Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, bien sûr, y participera pleinement, mais il pense que par rapport à la réalité des variétés de demandes d'installation, etc., il pense important que ce soit les élus eux-mêmes qui mènent ce travail en associant toutes les forces nécessaires, en créant un poste spécifique pour le lien CLIRT-PAT. Voilà, il y a déjà un poste PAT, ils en créent un deuxième CLIRT-PAT. J'en reste là et éventuellement je répondrai à des questions. Et mes excuses si j'étais trop long.
Merci Gérard. Alors, on n'a pas encore trop de questions. Je vous laisse les mettre dans le chat. Et on avait peut-être une question de monsieur ou madame Dean, à savoir quelle intercommunalité élabore son PLUI à l'envers. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux me dire. C'est la communauté de communes Périgord-Limousin. Périgord-Limousin. Dans le Végétativier. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'intervention de Gérard? Bon, ben c'est pas grave, on va passer à la suite.